Vendredi 22 juin 2018, bienvenue à vous tous dans ce journal. Voici les titres. La coopération bénino-japonaise est au beau fixe. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont retrouvés en visite de travail à Tokyo pour parler des relations bilatérales. Coris Bank, fidèle à sa ligne sociale, fait œuvre utile. L'institution apporte son appui en vivres à 2 orphelinats de Tori. Et puis, visite de travail du préfet de l'Atlantique sur le chantier de construction du pont de Homé. L'objectif est de constater le niveau d'avancement des travaux. Tout d'abord, ce communiqué du ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Il est porté à la connaissance de tous les usagers de l'école que la note de service du 20 juin 2018 portant généralisation des uniformes dans les lycées et collèges publics et privés en République du Bénin est annulée. En conséquence, le statu quo est maintenu jusqu'à nouvel ordre et ce communiqué est signé du ministre le professeur Maouyon Kakbou. La Cour constitutionnelle, 6e mandature en public, ses audiences de jugement 12 données étaient à l'ordre du jour de ce premier exercice de la haute juridiction. Le point avec William Tchoki. C'est un contrôle de constitutionnalité à la requête du président de la République. C'est une première à la Cour constitutionnelle après la modification de son règlement intérieur. Une audience publique pour juger de la recevabilité des requêtes à elle adressées par les autres institutions de la République, y compris le judiciaire et tous autres citoyens béninois. Au titre de ce premier exercice, 12 dossiers, 5 ayant pour requérant le président de la République, les 7 autres déférés à la Cour par des concitoyens. Si le chef de l'État, dans ses recours, demande le contrôle de la conformité à la loi fondamentale du 11 décembre 1990 de certaines lois adoptées à l'Assemblée nationale, d'autres requérants demandent de déclarer contraire à la Constitution la nomination de André Katari en tant que personnalité de grande réputation et Joseph Diogbenou comme membre et président de la Cour constitutionnelle. Servi d'une requête en date à Cotonou du 18 juin 2018, enregistré à son secrétariat à la même date sous le numéro 1096/183/20-18 par laquelle M. Léonce Bouadé, demeurant à Cotonou, boîte postale 01 BP 3567, forme un recours pour voir déclarer contraire à la Constitution la nomination de M. Joseph Diogbenou en qualité de conseiller à la Cour constitutionnelle et subséquemment en qualité de président de la dite Cour. Après examen des 12 dossiers par les sages de la Cour, les 5 requêtes du président sont déclarées recevables. 6 dossiers ont été rejetés. La requête portant régulation du fonctionnement du COSLEPI a permis à la Cour de déclarer ce qui suit. Vu les articles 219, dernier alinéa, et 269 du Code électoral, considérant que le COSLEPI, organe chargé de la supervision de l'actualisation annuelle de la liste électorale permanente et informatisée, se met en place chaque année du 1er juillet au 31 janvier de l'année suivante, que si les circonstances n'ont pas permis l'installation à temps du COSLEPI de 2017, cette situation ne saurait se perpétuer contra legem et impacter sur les années suivantes, qu'il s'ensuit que le mandat en cours ne saurait se poursuivre au-delà de la date légale d'installation du COSLEPI de 2018, qu'il y a lieu de décider que le mandat du COSLEPI installé le 8 mai 2018 au titre de l'année 2017 prend impérativement fin le 30 juin 2018. Décide, à titre premier, le mandat du COSLEPI installé le 8 mai 2018 au titre de l'année 2017 prend impérativement fin le 30 juin 2018. C'est donc parti pour des audiences publiques de jugement à la Cour constitutionnelle, une nouveauté introduite par les 7 sages de la 6e mandature.
Sur invitation de son homologue du Japon, le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération s'est rendu en début de semaine à Tokyo pour une visite de travail et d'amitié. Au cours de son séjour, Aurélien Agbenossi a exploré avec son homologue les voies et moyens pour une consolidation des liens de coopération entre les deux pays. À l'issue de leur rencontre, les deux personnalités ont conjointement animé une conférence de presse au cours de laquelle plusieurs questions liées à la coopération et à l'actualité internationale ont été abordées. Le compte rendu est signé Renaud Akakpo et Patrick Belengue. Sur l'axe Cotonou-Tokyo, la diplomatie est mise en branle pour un partenariat économique beaucoup plus renforcé. Le pays du soleil levant et le Bénin s'affichent côte à côte avec la ferme volonté de ratisser large pour une coopération plus étroite. C'est suite à l'invitation de son homologue Taro Kono que le chef de la diplomatie béninoise a foulé le sol nippon pour cette visite de travail et d'amitié. À Tokyo, les deux personnalités ont passé en revue les aspects politiques et économiques de la coopération bénino-nippone à la faveur d'une séance de travail élargie. Cette rencontre bilatérale a été suivie d'un échange de notes entre l'ambassadeur du Bénin près le Japon, Adeshibu Makarimi, et celui du Japon près le Bénin, Kiyofumi Konishi. Signature et échange de documents et chaudes poignées de main, le Bénin et le Japon réaffirment leur volonté de fouetter ce lien de coopération dont les domaines d'intervention sont aussi variés que divers. Dernière ligne droite de cette visite, avec une conférence de presse conjointe, le chef de la diplomatie béninoise et son homologue japonais ont exprimé leur convergence de vues sur plusieurs sujets. Je voudrais exprimer mes sentiments de bienvenue à M. Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération. C'est la troisième fois que je le rencontre après avoir rencontré l'année dernière à Maputo et aussi à l'Assemblée générale de l'ONU. Nous partageons, le Japon et le Bénin, les mêmes valeurs universelles, à savoir la liberté, la démocratie, le droit de l'homme et le respect de l'état de droit. Et nous avons pu insérer un message très fort de coopération, non seulement bilatérale, mais au niveau international, à notre communiqué commun. Le Bénin est un pays très important pour mener à bien la conception de l'anneau de la croissance en Afrique de l'Ouest. Et dans ce cadre, le Japon va soutenir les efforts de développement économique et social du Bénin. Dans ce cadre, une note officielle de l'aide alimentaire pour améliorer la sécurité alimentaire a été signée et échangée. Les questions liées à l'actualité internationale n'ont pas été occultées au cours de cette conférence de presse. Monsieur Agbenossi va exprimer son soutien de son pays et pour que le Japon soit choisi comme pays permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi concernant l'élection des membres non permanents du Conseil de sécurité prévu pour 2022. Il va également exprimer son soutien à la candidature d'Osaka pour l'exposition universelle de 2025. Je remercie de fond de mon cœur au gouvernement de Bénin pour sa confiance à l'égard du Japon. Je voudrais aussi apprécier hautement que Bénin est l'un des membres de la proposition concernant la résolution de la situation en Corée du Nord en matière de droits de l'homme. Bénin fait partie de cette proposition. Sentiment de gratitude exprimé par le ministre béninois des Affaires étrangères en direction du pays du soleil levant, Aurélien Agbenossi a dit la reconnaissance du Bénin à l'égard du Japon pour l'appui et le soutien à la nouvelle dynamique en cours depuis l'avènement du président Patrice Talon. Je voudrais exprimer ici toute la reconnaissance de mon pays, le Bénin, à l'égard du Japon pour l'appui et le soutien à la nouvelle dynamique en cours dans mon pays depuis l'élection du président Patrice Talon. J'ai expliqué au ministre Tarokano tout à l'heure cet effort que nous faisons de faire des réformes, de lutter contre la corruption
de changer la manière de gérer les affaires publiques et de faire en sorte de mériter l'amitié, le partenariat de pays sérieux. Je veux signaler qu'au Bénin, la technologie performante ainsi que le savoir-faire du Japon sont les bienvenus dans tous les domaines stratégiques de notre développement, le domaine des équipements, le domaine des investissements, le domaine des infrastructures, de la logistique portuaire par exemple. J'ai saisi cette occasion aussi pour confirmer au ministre Taro Kono que nous serons présents à la conférence ministérielle de la TICAD et que mon président sera également au sommet de la TICAD 7. Et je voudrais vous informer que j'ai profité de cette occasion pour, au nom du président Patrice Talon, au nom du gouvernement du Bénin, exprimer au ministre Taro Kono le désir, le souhait du Bénin d'accueillir le sommet de la TICAD 8 à Cotonou en 2022, ceci pour manifester notre soutien et notre amitié au Japon. Nous avons bien évidemment convenu que le Japon et le Bénin continuent cette coopération dans les cadres multilatéraux, dans l'intérêt des deux pays, et ce faisant, nous allons continuer par nous soutenir dans le cadre des élections internationales. Enfin, je voudrais encore une fois exprimer ma sincère gratitude et tous mes remerciements au ministre Taro Kono, aux autorités et au peuple japonais pour l'hospitalité que ma délégation et moi-même avons reçue ici. Et je voudrais l'inviter à visiter le Bénin dès que son agenda le permettra. Dans le domaine de la santé, de l'agriculture, de l'éducation et de la pêche, le Japon s'illustre comme un important partenaire pour le Bénin. Le bureau exécutif du Conseil national du patronat du Bénin, CNP Bénin, a rendu compte de ses activités de l'année 2017 à ses membres au cours de cette rencontre. Il a aussi annoncé les perspectives de 2018. Cette assemblée générale s'est tenue hier à Cotonou. Le reportage avec Enoch Moukpati et Daniel Ada. Le comité directeur du Conseil national du patronat du Bénin rend compte des activités menées au cours de l'exercice écoulé aux chefs d'entreprise membres de l'institution. C'est une prescription statutaire qu'impose le règlement intérieur du CNP Bénin. Ainsi, au cours de cette assemblée générale, 4 points sont adoptés. Le procès verbal de la dernière assemblée générale du 17 mars 2017. Le projet de rapport d'activité de 2017, le projet de rapport financier de 2017, le projet de programme d'activité de 2018 et le projet de budget 2018. Le CNP Bénin, au cours de ces dernières années, a traversé une crise sans précédent. Les objectifs et nobles ambitions de cette institution sont restés vœux pieux. Le programme d'activité qu'on avait adopté, il a été partiellement exécuté. Bon, tout ça, c'est dû à la faible mobilisation des ressources financières, mais aussi à la réticence des membres pour y prendre part. Donc, il n'y a pas eu de paiement par rapport aux cotisations. Et puis, il y a une tension économique qui fait que bon, les chefs d'entreprise ne sont pas tellement enclins à aller forcément dans des regroupements. Malgré ces difficultés, le premier responsable du CNP fonde son espoir sur le dialogue public-privé. Ne nous décourageons pas. Seul le dialogue social, le dialogue public-privé pourra nous aider à rétablir une confiance réciproque entre le pouvoir public et le secteur privé. Nous devons donc tous nous y atteler pour redonner une visibilité à notre institution et jouer pleinement notre rôle de partenaire privilégié du gouvernement. Le CNP a connu aussi des moments de succès. Il a été retenu pour être membre suppléant du conseil d'administration du BIT, Bureau international du travail. Atelier de sensibilisation sur les droits des travailleurs et des employeurs affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale. L'objectif est de mettre la lumière sur le fonctionnement de la Caisse ainsi que ses exigences. Au total, 6 communications ont meublé ces échanges. L'activité a eu lieu hier et voici le compte rendu de Cécile Hondé et de Simon Vion.
La Caisse nationale de sécurité sociale lève un coin de voile sur ses prestations. Connaître ses droits et en jouir pleinement, mais aussi reconnaître ses obligations, sont les motifs qui justifient la tenue de cette séance d'information. Lorsque un employeur embauche un travailleur, il a l'obligation de le déclarer à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et ceci dans les 48 heures. Il le déclare. La Caisse a l'obligation d'attribuer un numéro d'affiliation à ce travailleur-là. Une fois le travailleur déclaré, l'employé a l'obligation de verser les cotisations, soit mensuellement ou trimestriellement. C'est selon le cas. Après avoir versé les cotisations, l'employeur a l'obligation de produire chaque trimestre les listes nominatives des travailleurs qu'il emploie. Et là, après ça, maintenant, l'employeur a l'obligation de se soumettre au contrôle de la Caisse nationale de sécurité sociale. La loi fait donc obligation aux employeurs de déclarer leurs agents à la Caisse 2 jours après embauche pour s'assurer que les règles de sécurité sociale sont respectées par les employeurs. La Caisse effectue des descentes périodiques sur le terrain. Toute déclaration faite tard est rétroactive. Tout à fait. Lorsque un travailleur il est embauché en 2016 et qui n'a pas été déclaré, lorsque nous descendons lors de nos contrôles, quand nous apercevons dans les livres de l'employeur que depuis 2016, X travaille sans être déclaré, quand nous l'obligeons à le déclarer, c'est rétroactif à compter de la date de prise de service. La CNSS couvre 3 catégories de prestations: les prestations familiales et de maternité, les prestations liées aux risques professionnels et aux pensions pour les personnes admises à faire valoir le droit à la retraite. La construction des infrastructures routières reste une priorité pour les dirigeants. Le préfet de l'Atlantique s'est rendu sur le chantier de construction du pont de Womé pour constater l'évolution des travaux. Occasion pour lui d'échanger avec les responsables en charge des travaux, Anthony Alaka et Marianne Gbossemende. Mettre fin au calvaire et garantir une mobilité facile aux habitants de Womé et environ. Le nouveau pont en construction y contribuera. L'autorité préfectorale, pour s'assurer du niveau d'évolution des travaux, a marqué un arrêt sur le chantier. Des matériels qui devaient venir donc de l'étranger, on est venu donc apprécier avec vous. Et depuis, si on a pu faire venir donc ces matériels et comment le travail avance. Pas de souci à se faire, les travaux vont bon train. À ce jour, nous sommes à peu près à un taux d'avancement de 65%. L'ensemble des éléments sont préfabriqués et on attendait la plateforme de lançage. Cette plateforme est aujourd'hui sur le chantier. À partir de ce moment, nous avançons à une cadence régulière. Donc nous sommes à un planning de 1 travail par semaine, ce qui nous amène à tenir dans le délai contractuel. Les choses évoluent normalement et nous tenons dans le délai. Donc le chantier sera livré à bonne date. En décembre, ce qui est sûr, on va passer sur le pont. Satisfait, le préfet invite les citoyens de la localité à plus de patience. Pendant longtemps, c'est un chantier qui a été bloqué et il a fallu l'avènement de la rupture pour qu'on change d'approche. Et aujourd'hui, vous avez constaté par vous-même que ça avance. Et je constate que les engagements sont tenus. Je voudrais les féliciter au nom du chef de l'État et au nom du gouvernement, leur souhaiter du courage et dire aux populations qu'ils peuvent compter sur ce que, en décembre, ils pourront passer sur ce pont pour fêter. D'une longueur de 326 mètres au total et 11 mètres de largeur, le pont de Womé est mixte, fait de métal et de béton. Il dispose de 150 mètres de voies d'accès pavées de part et d'autre. D'un chantier à un autre, le préfet de l'Atlantique a fait une descente accompagné des agents de la police républicaine dans les marchés de Kokotomé et Kokokodji. La finalité, sensibiliser les usagers et y remettre de l'ordre. On retrouve Anthony Alaka et Marianne Gbossemende pour le point. Sensibiliser les femmes du marché de Kokotomé et s'enquérir des difficultés rencontrées dans ce nouvel espace de vente. Le préfet de l'Atlantique l'a traduit en acte, un geste apprécié des occupantes. On a
des hangars bien construits, mais on a les lampadaires qui éclairent bien. On a des pavés aussi, mais oui, les latrines, les douches, on a tout ici. Mais les bonnes dames ne veulent pas venir. La délégation s'est ensuite dirigée vers l'ancien marché de Kokotomé. Ici, l'ambiance n'est pas à la réjouissance. Vous avez cette grande responsabilité de transférer le marché. Plus question d'intérêt, plus question de politique. On veut la sécurité des femmes. De l'autre côté, elles vont vendre aussi. Donc le prochain marché, mes chères populations de Kokotomé, ça va s'animer de l'autre côté. Là où l'État a consenti beaucoup d'efforts. Là où c'est assaini. Je ne suis pas venu négocier à certaines choses qui sont non négociables pour moi. Je veux tout de suite là qu'on commence par me dégager tout ça. Le marché de Kokodji n'a pas été occulté. Entre déguerpissement et lamentation, le consensus sera trouvé. Quoi qu'il faut qu'on parle à nos bonnes femmes, qu'on les accompagne, qu'on les explique que c'est pour leur bien. Il faut qu'ils appellent nos marchés, c'est à peine que le taux de remplissage atteint 40%. Il y a de la place dans les marchés. Les marchés sont assainis aujourd'hui, on a commencé et on va poursuivre. Ces différentes actions s'inscrivent dans le cadre de la modernisation des marchés. La police républicaine départementale instruite poursuivra la répression. Il est porté à la connaissance de tous les usagers de l'école que la note de service du 20 juin 2018 portant généralisation des uniformes dans les lycées et collèges publics et privés en République du Bénin est annulée. En conséquence, le statu quo est maintenu jusqu'à nouvel ordre. Et c'était là un communiqué du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Après Abomey-Calavi dans l'Atlantique, le comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance a tenu mardi une séance de sensibilisation avec les élus locaux et communaux du littoral. L'objectif demeure le même, les associer à la lutte pour l'assainissement du secteur de la microfinance au Bénin. Lenaïk Agbazaou, Petroni Lokoso. Le comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance continue son périple. Ici, dans le littoral, élus locaux, communaux et membres du comité départemental de sécurité sont invités à une franche collaboration dans le cadre de la lutte contre l'existence des structures illégales de microfinance. Notre séance a pour objectif d'informer largement les acteurs clés du département du littoral, de les sensibiliser sur la question des structures illégales de collecte d'argent. Le préfet du littoral épouse la vision du comité et exhorte les élus locaux de son département à dénoncer les structures de microfinance opérant en marge de la réglementation en vigueur. Je voudrais dire que leur participation est capitale dans ce dispositif que nous allons mettre en place pour décourager les indélicats. Puisque c'est eux qui maîtrisent l'emplacement géographique de ces institutions de microfinance. Les élus locaux, en cas de non-dénonciation, seront accusés de complicité. Si nous constatons que sur leur territoire, il y a des structures qui opèrent illégalement, au mépris des tests en vigueur, et que, de leur côté, de par leur position, ils n'engagent aucune action pour faire détecter ces structures, nous parlerons de collusion, nous parlerons de complicité. Plusieurs communications ont été présentées à l'assistance, dont une portant sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'une des missions du même comité de sensibilisation. Une liste des structures de microfinance agréées sera remise à chaque participant au terme de la rencontre.
Cory Bank était ce mercredi à Tori Azorwe à Lito, à l'orphelinat Fontaine Divine, et à Tori Akadjamé, à l'orphelinat Sainte-Claudia. Les responsables de la banque sont allés soutenir les pensionnaires de ces deux orphelinats avec des vivres. Les enfants en ont profité pour leur présenter une liste de doléances. Le compte rendu avec Ghislain Bouguet. La joie à l'orphelinat Fontaine Divine. Le directeur général de Cory Bank, accompagné de quelques-uns de ses collaborateurs, est venu à l'orphelinat les bras chargés, des bidons d'huile, des sacs de riz et beaucoup d'autres vivres pour ses enfants sans parents proches. Votre présence parmi nous en ce jour est preuve de cet amour infini que le bon Dieu nous manifeste à chaque instant de notre existence. Merci. Il profite de l'occasion pour demander à être parrainé. Je vous prie intensement d'être pour nous désormais comme des mamans et des papas et de nous parrainer. Les nombreuses difficultés de la Fontaine Divine ont été exposées pour lancer un appel au soutien. Nous aurions besoin de votre assistance pour les différents stages de vos enfants et de nos enfants. Votre soutien pour la création des activités, source de revenus pour l'autonomie financière. Votre soutien pour la construction d'un dortoir pour séparer les garçons des filles. Cap est mis ensuite sur l'orphelinat Sainte-Claudia. Ici aussi, les enfants ont accueilli leurs hôtes avec joie et demandé l'appui de la banque pour avoir plus de mobilier. Nous n'avons pas assez de mobilier dans notre réfectoire et dans nos chambres. Mais aujourd'hui, nous en sommes fiers et très contents de votre visite pour nous avoir approvisionnés énormément en denrées alimentaires et autres. Avec émotion, le directeur général de Cory Bank promet encore plus de soutien aux enfants de la Fontaine Divine et de Sainte-Claudia. Un orphelinat où il y a des enfants qui, chaque jour, doivent se battre pour avoir l'amour dont nous jouissons facilement. Quand je regarde ces enfants, je peux voir en eux des jeunes qui ont l'avenir devant eux. Des jeunes qui, si nous leur donnons un coup de pouce, peuvent aller loin. Photos de famille et danse ont clôturé cette journée. Et voilà qui met un thème à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Passez un bel après-midi en compagnie de nos programmes.